de Madame Afifa Ben-Nazine, ingénieure générale à l'ANPR, l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique tunisienne. J'ai aussi ici Norman Ferri, General Partner de Medin Fund, donc un fonds d'investissement tunisien, et Wassim Ben Yahya, responsable d'innovation, de sourcing et de partenariat au sein d'Azur Innovation Management du Maroc. On a malheureusement quelques petits soucis avec Sir Abdelrahim Navaï, qui a des problèmes de connexion, qui n'arrive pas à se joindre à nous. J'espère qu'il y arrivera en cours de route sur cette table ronde-là. On va démarrer avec les personnes présentes que je remercie infiniment pour leur disponibilité et pour le temps qu'ils veulent bien nous accorder pour discuter de cette thématique. On est un tout petit peu en retard, donc je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit, et je vais démarrer par Sinormen. Alors, Sinormen, les différentes discussions qu'on a eues avec certains des doctorants qui sont présents aujourd'hui nous parlent de financement comme étant un obstacle important, un frein quasi insurmontable pour tout chercheur qui veut se transformer en entrepreneur et qui veut concrétiser ses travaux de recherche en un projet entrepreneurial. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des choses particulières, des conseils particuliers à leur donner pour qu'ils facilitent un peu cette étape-là, qu'ils arrivent un peu à trouver des financements pour leur projet? Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'honneur de participer avec vous. Écoutez, c'est un obstacle, le financement. Mais ce n'est pas le seul obstacle, il y a plein d'autres obstacles. Et la vie d'entrepreneur est pleine d'obstacles. Donc, si vous allez vous lancer dans cette aventure, c'est que votre plus grand skill set devient comment résoudre ces obstacles. Ça, c'est d'une façon générale. Maintenant, voilà ce que j'ai remarqué, c'est essentiellement les doctorants qui souhaitent se lancer et hésitent à se lancer. C'est qu'ils pensent toujours valeur globale du projet. Et clairement, valeur globale du projet, elle est énorme parce que c'est des projets scientifiques, c'est de la deep tech, c'est des projets qui nécessitent énormément de fonds. Par contre, il faut penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'étape d'après, juste l'étape d'après. Et ça réduit énormément le besoin de financement de millions de dollars à quelques dizaines ou quelques centaines. Ça, c'est le premier point. Je peux vous donner des exemples très concrets sur cette histoire. J'ai investi dans une start-up dans laquelle, quand le monsieur est venu me voir, il voulait 3 millions de dollars, alors qu'il n'avait aucune sur une idée. Alors, quand on a travaillé avec lui, c'était pour produire de l'astaxanthine. Quand on a travaillé avec lui et on a produit 1 cm3, il a eu le premier petit financement qui lui a donné d'aller à l'étape d'après, qui lui a donné après l'étape d'après, etc. Et aujourd'hui, il est en train de travailler avec son usine, etc. Donc, pensez à l'étape d'après, numéro 1. Numéro 2, les financeurs ne font pas confiance aux docteurs. Ils leur font confiance aux docteurs, aux scientifiques. Ils leur font confiance sur la science, mais ils ne leur font pas confiance sur la gestion des financements. Donc, essayez toujours d'avoir avec vous, quand vous allez vous lancer, les différents profils, pas que le profil scientifique, pour avoir plus de crédibilité. Troisième point, ne vous lancez pas tout seul, essayez de trouver les programmes nécessaires. Il commence à y en avoir honnêtement, les programmes qui peuvent vous accompagner, même des programmes en ligne. Donc, 3 points, ne pensez pas au financement global, pensez juste au financement de l'étape d'après. 2, ayez avec vous des gens qui attirent plutôt les gens qui ont des financiers, parce que les gens vous font confiance dans la science, mais moins dans la gestion. Donc, essayez de combler ça et essayez de vous faire accompagner. Merci. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Sinormen. Je vais passer à Madame Afifa. Il y a peut-être aussi quelques soutiens en termes de financement public. Vous, à la NPR, est-ce qu'il y a des choses qui sont en place pour aider ces jeunes chercheurs à transformer leurs travaux de recherche en projet entrepreneurial? Madame Afifa? Le micro est coupé, Madame Afifa. Une minute. Oui, vous m'entendez? Oui. Et c'est bien. Merci, c'est très important. C'est pour cette
opportunité de discuter sur ce point très important, c'est la création des spin-offs et des valorisations des résultats de recherche. La NPR a eu une première expérience pour le financement des spin-offs à raison de 100 000 dinars à travers la Banque mondiale pour financer une vingtaine de spin-offs. Ça veut dire valoriser les résultats de recherche et les valider au niveau du laboratoire pour parcourir le chemin vers l'entrepreneuriat. Et qui a duré un projet qui a duré 2 ans et a eu un financement de pré-amorçage pour passer de l'étape du laboratoire, de validation au niveau laboratoire, vers une validation au niveau industriel et avancer à préparer les prototypes finaux validés au niveau des clients. Aussi, l'expertise a été renforcée à travers un ensemble, à travers le projet IntechMed, qui est un incubateur d'innovation et du transfert de technologie dans le bassin de Méditerranée, qui a regroupé 4 pays, la Grèce, Tunisie, l'Espagne, ce qui leur a permis de mettre en place un ensemble d'outils ou arriver à définir un mécanisme standard qui permet d'identifier d'idées innovantes jusqu'à la mise en place d'un plan d'affaires bancable. Ce processus qui demande 6 mois de formation standard, il commence par une formation standard au niveau de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et tout ça, et ensuite un encadrement individuel. C'est cet encadrement individuel qui va faire la différence entre un projet et un autre, parce que chaque projet a une expertise bien déterminée et un marché, un segment des clients très important. Pour arriver à pérenniser, d'ailleurs, à l'INPR, il y a un second IntechMed pour pérenniser ce projet, et ce que mon directeur me dit qu'il y aura dans l'avenir une seconde appel pour financer une douzaine, je ne sais pas, la première fois c'était pour financer une douzaine de projets et pour arriver à mettre en place leur plan d'affaires bancable. OK. Donc, l'AMBR, donc, elle assure la formation, tout ce qui est encadrement, et à travers l'interaction, à travers d'autres projets, elle peut, suite à cet encadrement et formation, elle peut justifier pour appel à financement, comme l'exemple dans le cas du projet ARES, qui est appui à la recherche, à l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement, et à travers la coopération avec Expertise France. Donc, la formation et l'encadrement se fait par l'AMPR et le financement sera du côté de Expertise France et Greenovie, plus exactement le projet Greenovie. Donc, pour répondre à votre question que le soutien financier de l'AMPR, jusqu'à maintenant, on n'a pas un fonds spécifique, l'AMPR, pour financer directement les porteurs d'idées innovantes. Mais elle assure tout ce qui est formation, tout ce qui est encadrement, et à travers les expériences qui ont été développées à travers le PACAE, c'est un projet qui est destiné réellement pour créer une vingtaine de spin-offs. Donc, on a eu pas mal on a eu l'expérience de sélectionner les projets, de voir, de les aider pour mettre en place leur plan d'affaires et l'exécution, identification de leurs besoins. Et je retourne à la remarque de Céline Arnay qui a dit que pour le doctorant, la plus grande difficulté, c'est de définir ses besoins. Oui, le financement, c'est un obstacle, mais réellement, pourquoi faire? Je dois bien définir mes besoins pour convaincre, pour donner de confiance. En fait, l'investisseur ne fait pas directement confiance pour, oui, l'idée est géniale, mais la mettre en place, il faut convaincre le bailleur de fonds, qui se soit, même pour votre famille en interne, si vous avez un parent proche qui peut vous influencer, il faut convaincre à travers de définir le besoin exact et que votre idée est bien claire et bien planifiée. Donc, en plus, l'AMPR, à travers Mobidoc,
Donc, la mobilisation des doctorants et docteurs dans le milieu socio-économique est très important pour aider le porteur d'idées, le porteur de projet, le docteur, si elle a défini, elle a des résultats, même le doctorant pour comprendre comment ce résultat peut être réalisé réellement et arriver à réaliser un prototype valable au niveau industriel ou un milieu semi-industriel. Donc, Très bien, c'est parfait, Madame Afifa, merci beaucoup. Donc, il y a effectivement des choses qui existent, il y a quelques financements. Donc, j'invite tous les doctorants à se renseigner un peu dans leur pays respectifs sur les dispositifs qu'il y a. Donc, en Tunisie, il y a des choses qui existent, peut-être pas directement auprès de la NPR, mais la NPR peut vous aider, vous aiguiller éventuellement à trouver ces financements-là. Je reviens au conseil de Sinormen, faites-vous accompagner également, trouver des structures d'accompagnement qui peuvent vous orienter dans vos pays respectifs vers ces petites ressources initiales qui peuvent permettre de faire la première étape, comme a dit Sinormen. Donc, peut-être structurer, mettre en place une stratégie de financement par étape qui permet de financer au fur et à mesure des petits pas de manière à valoriser ce que vous êtes en train de faire, avancer sur votre projet et aller chercher un autre financement un peu plus important un peu plus tard. Je vais passer à Wassim pour le Maroc. J'imagine qu'il y a des choses aussi du soutien public pour les doctorants en particulier ou pour les entrepreneurs en général, pour les accompagner dans le financement early stage de leur projet. Qu'en est-il? Et je vais revenir après sur ce qu'a dit Sinormen aussi pour avoir votre avis sur les difficultés éventuelles des entrepreneurs, sur le financement de ces entrepreneurs-là, surtout sur les early stage et sur cette partie transition en spin-off. Alors, exactement. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité parmi vous. Je suis vraiment heureux d'échanger ce matin avec des personnes de très haut calibre. Et donc, je reviens sur les deux points déjà mentionnés par M. Nu'man et Afifa qui ont totalement raison. Donc, principalement, le point de M. Nu'man par rapport à l'idée que le doctorant devrait imaginer comment financer l'étape où il est actuellement, parce que la deep tech, elle prend du temps. Et chaque phase est différente de la phase qui suit. Et du coup, les acteurs et les investisseurs qui s'intéressent à différentes phases vont vouloir avoir des informations par rapport à la phase qu'ils cherchent. Et du coup, par rapport à ce cas-là, au Maroc, le cas que je connais un peu, nous avons Team Wilcom, qui est une structure étatique qui elle a labellisé déjà 12 structures d'accompagnement qui chacune intervient dans une phase différente, de l'idéation jusqu'au scale, avec des programmes d'accompagnement différents. Du coup, le doctorant devrait se renseigner sur le site de Team Wilcom pour le cas des doctorants marocains, pour voir les structures déjà labellisées par Team Wilcom, voir la phase où ils interviennent et évaluer par rapport à leur cas quel programme d'accompagnement est le plus adapté pour eux, et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir les financements. L'idée, c'est que ces acteurs-là, chacun est spécialisé dans une phase et ils coordonnent entre eux. Donc, sachez que quand vous communiquez en tant qu'entrepreneur, vous communiquez à un marché. Et ce marché, il est composé non seulement de vos clients potentiels, mais de vos partenaires potentiels, de vos investisseurs potentiels, de vraiment toute personne qui peut contribuer à votre projet. Du coup, quand vous êtes en train de communiquer au marché, il faut communiquer à la fois les réalisations et les challenges pour attirer les gens qui vont pouvoir vous aider ou des gens qui vont vous aiguiller vers le programme le plus adapté. Donc, c'est un peu la contribution que j'ai à partager sur ce volet-là, financement public. Donc, vraiment, il y en a. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, mais ils sont très niches. Il faut vraiment évaluer de quoi vous avez besoin, aller chercher les partenaires qui peuvent vous aider et les approcher. Et faites très attention à l'aspect temps, parce que chaque programme a une durée. Et du coup, si vous n'êtes pas informé par rapport au début et à la fin du programme, même pour le cas des investisseurs, chaque investisseur a une timeline. Il y a une période d'investissement, une période de désinvestissement. Donc, quand vous êtes en train d'approcher un investisseur, il faut toujours demander, ils sont à quel stade? Est-ce qu'ils sont en train de chercher des startups qui vont faire rapidement le scale, ou est-ce qu'ils ont encore le temps d'accompagner une startup qui va prendre 4-5 ans à se développer? Donc, il faut toujours, quand vous parlez à des partenaires, des investisseurs et des programmes,
garder en tête qu'il y a cette question de temps qui est importante et le timing, il est très important pour les entrepreneurs. Voilà, en gros. Très bien, merci beaucoup Wassim. En termes d'erreurs éventuellement, par rapport à ce qu'a dit Sinormen tout à l'heure, les 3 conseils, la stratégie de financement par étapes, je reviendrai d'ailleurs sur cette stratégie par étapes, Sinormen. Il y a d'autres sons de cloche qui disent qu'il ne faut pas rester tout le temps en train de courir derrière l'argent et ça serait peut-être bien de lever un montant important à un moment ou à un autre de la vie de la société pour pouvoir se projeter sur le moyen terme. Donc je reviendrai sur ce point, je vais juste terminer avec Wassim sur les erreurs fréquentes éventuellement que les porteurs de projets peuvent faire au moment où ils cherchent le financement. Donc, ne pas s'adresser à l'investisseur au bon moment, au bon investisseur et au bon moment, c'en est une, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut faire attention pour éviter de se faire recaler par les investisseurs ou les financeurs qu'on va chercher? Ouais. Alors, si on garde en tête qu'on est en train de vraiment adresser la question des doctorants, donc on parle principalement de chercheurs, Absolument. pour cette catégorie-là, donc cette catégorie d'entrepreneurs, ils ont un background, donc ils ont déjà des héritages. L'héritage d'un chercheur, c'est que principalement, il est orienté recherche, donc il va passer beaucoup de temps à réfléchir qu'à agir. Certes, il y a beaucoup de bons chercheurs qui vont aller sur le terrain et chercher de l'information, parler avec des gens réels et ne pas rester sur du papier. Et c'est vraiment cette erreur-là que beaucoup commettent en créant le projet sur leur laptop. Et ne pas aller parler à des clients, à vraiment confronter la réalité de la concurrence. Donc, sous-estimer le besoin du marché et dire qu'aujourd'hui, ma solution est la mieux adaptée parce qu'elle provient d'un laboratoire, donc elle est basée sur toutes les théories scientifiques, les découvertes scientifiques qui existent à ce jour, donc c'est à la pointe. Et avoir ce biais de réflexion que si ça provient d'un laboratoire, c'est que c'est adapté au marché. Et sous-estimer que le marché est encore plus vaste et plus grand que le territoire où il était en train de faire sa recherche et élargir, juste garder en tête qu'on peut avoir tort sur une hypothèse. Et généralement, les entrepreneurs, ils vont définir l'hypothèse la plus critique, qui est celle du marché et du client, et ils vont aller directement parler avec ces clients-là et valider le besoin du marché avant même de développer la solution. Si on part d'un amour envers la solution qu'on vient de découvrir sur le marché et dire que c'est idéal et je dois lui trouver un marché potentiel et dire que le marché, c'est ce que j'ai trouvé sur les articles, c'est vraiment cette erreur-là que je trouve la plus coûteuse pour un chercheur. Aussi, l'aspect découverte, par exemple, l'invention qu'un chercheur vient d'avoir et la protection de la propriété intellectuelle qu'il a au moment T comme gage d'avantage concurrentiel. Certes, oui, c'est un avantage concurrentiel, mais c'est un avantage concurrentiel latent. Ce n'est pas un avantage concurrentiel réel. Du coup, si la propriété intellectuelle à la disposition du chercheur au moment T n'est pas vraiment testé avec un client, n'est pas vraiment validé sur tous les aspects usage, pricing, modèle de distribution, scalabilité, il est en train de sous-estimer la concurrence qu'il a en face de lui. Et des fois, la concurrence peut être un produit qui est beaucoup moins bon, qui est beaucoup moins efficace sur les chiffres, mais qui répond aux besoins du client et qui répond à un prix qui est abordable pour le client. Et après, on peut trouver d'autres problématiques, notamment lorsqu'ils sont en train de calculer leur budget, ils vont faire une sous-estimation des coûts marketing, de recherche, des coûts qu'ils ne connaissent pas forcément, et ils vont faire plus un pricing par rapport à la technologie, le prototypage, les composantes qu'ils cherchent, au lieu de mettre un peu de côté dans leur budget juste pour aller parler à des clients, pour aller vendre et créer la structure juridique, payer quelques salaires, quelques mois, le temps de vraiment découvrir le marché et trouver ce product market fit. Et
J'irai aussi à la fin, pour mon dernier point, la monétisation de l'IP reste vraiment un point très, très critique parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le chercheur qui vient d'avoir une invention, qui vient d'avoir une découverte, il aime tellement cette invention parce qu'il a passé des années à la découvrir que à ses yeux, elle a beaucoup de valeur. Elle coûte cher. Pour lui, c'est impossible que d'autres entreprises ou d'autres clients ne payent pas un prix élevé pour l'avoir. Et la réalité du marché est totalement différente parce que le client, il a aussi des contraintes. Le client, il cherche aussi à optimiser son budget. Du coup, il va lui proposer un prix qui, à ses yeux, n'est pas intéressant. Et lui, il va avoir du mal à switcher son business model. Et son business model est tellement complexe qu'il garde des prix élevés. Il ne peut pas trouver ce middle ground où il baisse la valeur de son invention pour pouvoir la liquider sur le marché et change son business model pour s'adapter à une réalité qui est aujourd'hui, il y a des gens qui respectent votre invention, mais ils ne vont pas payer aussi cher que vous le pensez. Et donc voilà, cette question de pricing et d'attente client, elle est aussi très, très importante. Très bien, très intéressant aussi, merci beaucoup. Donc si j'essaie de résumer un peu maintenant tout ce qui a été dit depuis le début, donc ne pas se focaliser sur l'IP, uniquement regarder son marché et donner une importance suffisante pour le marché et pour le produit marché, le couple produit-marché, c'est s'entourer d'une bonne équipe et avoir quelqu'un complémentaire éventuellement pour un peu réduire ce manque de confiance qu'il y a entre les investisseurs et les scientifiques qui sont très scientifiques et qui ne sont pas forcément assez entrepreneurs à leurs yeux, c'est de se faire accompagner pour bien orienter le porteur de projet vers les bonnes structures et vers les bonnes portes sur lesquelles il devrait taper, et puis mettre en place la bonne stratégie de financement. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Sinormen tout à l'heure. Donc, on a la possibilité de faire par étapes, essayer de financer au fur et à mesure les besoins, les petits besoins de l'entreprise pour faire des petits pas et avancer. Il y a un autre son de cloche, Sinormen, qui dit qu'à un moment donné de la vie de l'entreprise, il va falloir vraiment faire la levée de fonds, avoir le bon montant qui va nous permettre vraiment de travailler un peu plus tranquillement sur le moyen terme sur notre entreprise. Comment avoir un peu ces deux-là, comment avancer avec ces deux contraintes-là, parce que c'est deux choses éventuellement contradictoires. Comment vous pouvez conseiller nos porteurs de projets? Ok, merci beaucoup Hichem, tu as entièrement raison de signaler ça. Tout le monde, dans une start-up, c'est toujours think big, start small, scale fast. Ok, et to scale fast, il faut beaucoup d'argent, to scale fast, on est d'accord. Maintenant, je reviens à ces deux bouts, think big et and start small. Pour commencer, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui donne 100 millions de dollars à un chercheur tout seul qui a juste une idée. J'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu des gens qui donnent des centaines de millions de dollars à un serial entrepreneur qui a déjà fait ça et qui vient avec une nouvelle idée. Ça, j'ai vu. Donc, tout est une question de transfert de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans cette équipe, je dis bien équipe, pour fructifier ou pour aller au bout de son chemin? Par exemple, la première question, moi je suis investisseur, la première question quand quelqu'un me plaît, la première chose qui me vient à l'esprit, si j'investis avec lui et la qadarna, une voiture le renverse, qu'est-ce qui se passe? C'est la première question qui vient. Il me plaît, il est bon, et si une voiture le remplace, qu'est-ce que je fais? Je perds mon argent. Donc je réfléchis équipe, je réfléchis structure. Donc je n'investis rarement, d'ailleurs moi j'ai fait des investissements en tant que personne et des investissements maintenant en tant que fonds d'investissement. Ceux que j'ai fait dans des individus tout seuls, sont tous sans exception. Ils n'ont pas marché. Ceux que j'ai fait avec deux, qui ont des profils différents, ils sont tous bons et tout ce que tu veux, ils ont eu beaucoup plus de chances de marcher. D'eux, j'ai eu un retour de 30 fois ce que j'ai mis. La mise, c'était petite mise, mais c'est 30 fois.
Donc, on peut. Ce que je regarde, l'entrepreneur, son socle de valeur. Est-ce que quand il vient de l'IP, est-ce qu'il a bien expliqué à l'université de laquelle il vient, l'IP, est-ce qu'il a géré ce process proprement? Parce que quel que soit ce que vous faites en tant que chercheur, l'IP ne vous appartient pas, il appartient à l'université, mais vous avez des droits sur cet IP et vous avez un droit de le prendre. Si la minute où vous dites j'ai l'IP, je l'ai développé à l'université, mais maintenant je suis tout seul et il ne s'y intéresse pas, si je n'ai pas ce papier de l'université qui dit nous renonçons tous nos droits à cet IP, je n'investis pas et je commence à penser, si j'investis avec vous, vous allez me faire exactement ce que vous avez fait à l'université. Donc, système de valeur. Il faut être très clair sur le système de valeur. 2, l'équipe. L'équipe complémentaire à l'étape. 3, la vision où vous voulez aller et surtout, l'étape prochaine très claire et ce qu'il y a comme argent. 4, si vous avez ces 3-là et vous avez l'équipe qui comprend tout ça, moi, je suis prêt à investir. Mais j'investirai si vous avez déjà été investi par quelqu'un d'autre et vous avez réussi et maintenant vous avez vendu la première entreprise et vous allez à la deuxième, ça me rassure, je peux aller un peu plus loin. Mais si vous n'avez jamais géré une entreprise, je gère, je peux dire dans ma tête, notre fonds il investit des petits montants de 1,5 million d'euros et la Deep Tech elle a besoin de 1,5 milliard d'euros. Donc, mais je réfléchis, 5 000 euros, 50 000 euros, 500 000 euros, etc. 5 millions, etc. Je sais ce que je peux dire. Dans la Deep Tech, aussi dans la Deep Tech, il faut être ambitieux et réaliste. Tant que la technologie n'a pas atteint sa maturité, et là, très souvent, on pense, dès qu'on a fait une découverte, qu'on va sortir la technologie. Une découverte au laboratoire, aller à un TRL 4. Pour aller à un TRL 5, 6, 7, il faut 2-3 ans et beaucoup d'argent. Donc, pensez ça aussi. Ce que je dis est applicable à la Deep Tech. Il n'est pas forcément applicable à une plateforme pour délivrer des sandwichs. Mais je ne pense pas que votre valeur ajoutée de faire des plateformes pour délivrer des sandwichs, c'est plutôt pour faire quelque chose avec votre recherche. Voilà. Merci. Très bien. C'est bien de délivrer des sandwichs aussi, sinon. Tout à fait. Mais les doctorants... Ce n'est pas le message, effectivement, qu'on cherche à faire passer dans les doctorats. Le competitive advantage, c'est leur science. Absolument. Donc, être ambitieux, être réaliste et donner confiance surtout. On en a parlé, je crois, le premier jour dans une des formations, c'est ayez confiance en vous, chers doctorants. Donc, si vous ne pouvez pas transférer un peu cette confiance ou montrer cette confiance à l'investisseur, il n'y aura aucun investisseur qui investira dans votre projet. Oui. Et jamais tout seul, ça marche nicht. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jamais. Jamais tout seul. Message bien noté. Je vais revenir à Madame Afifa. Madame Afifa, après toute cette discussion-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a, selon votre expérience des quelques projets qui sont passés au niveau de la NPR, est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires? Est-ce qu'il y a des défis autres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Qu'en pensez-vous? Exactement, si Norman a tout dit. D'ailleurs, effectivement, suite au projet Pac Payès et l'expérience tout au long de ces années pour arriver, même pourquoi il y a quelques spin-offs, malgré les financements existent, il y a cette difficulté, c'est affronter la réalité. Travailler avec des fournisseurs, des problèmes de douane, la réalité des choses. C'est pour cela il faut penser et travailler en équipe. Une des difficultés, c'est moi chercheur, donc j'ai porteur d'idées, donc je peux tout faire. C'est le mindset déjà.
Il faut améliorer le mindset entrepreneurial chez le docteur et les doctorants pour qu'ils avoir confiance qu'il y a d'autres compétences qui sont nécessaires pour complémenter son idée et aboutir à un produit qui sera accepté par utilisé par le consommateur final. Le retour, l'information que le consommateur, le marché, qu'est-ce qu'il a réellement besoin? Nous, d'une manière générale, dans les labos, on travaille dans l'esprit technique, que la technologie, on peut l'imposer sur notre marché à travers le laboratoire. Je peux faire des améliorations, oui, mais il y a aussi des innovations qui doivent être la source des solutions et des propositions d'idées, c'est le besoin réel du marché, du consommateur. C'est l'information qui est essentielle pour arriver à réussir son projet. Même si j'ai un plan d'affaires bien ciselé, tout ça, j'ai tout mis, j'ai toutes mes informations nécessaires et tout ça, mais même arriver à valider le prototype, parce que c'est très important l'esprit de faire les financements en cascade, oui, c'est très important, parce que le niveau de prototypage, il est différent. Le besoin pour chaque étape est différent. Par exemple, à partir du TLL4, la validation, oui, c'est validé au niveau laboratoire, mais passer dans un milieu semi-réel et passer à… Donc, le prototype en lui-même, il demande des technologies et même ce prototype doit être validé, remodifié suivant le besoin du client. Donc, on appelle le validement. Donc, je confirme encore une fois les remarques de Sinormen. Merci beaucoup, Madame Afifa. On est un peu en retard, on a pris un peu de retard et certains des panélistes doivent partir malheureusement. J'ai posé juste une dernière question à Sinormen autour de tout ce qui est notion d'économie sociale et solidaire, d'impact environnemental. Il y a beaucoup de chercheurs qui focalisent énormément sur ces aspects-là. Est-ce que c'est un point positif pour un investisseur? Est-ce que c'est un point qu'il faut mettre en avant l'intérêt du projet ou après l'intérêt du projet? Qu'en pensez-vous? Il y en a beaucoup de nos doctorants qui sont dans cet axe-là. Ok, merci. Évidemment, je vais me faire un caveat. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir, la planète et la vie, etc., c'est clair. Depuis que Elon Musk est devenu, depuis quelques heures, est devenu le roi du monde, c'est celui qui a la meilleure technologie, la meilleure technologie, il a le plus d'argent du monde, il a le contrôle sur les réseaux sociaux, le contrôle sur la politique américaine. Je ne peux rien dire ce qui va se passer après. Mais gardons le cap pour l'instant. Et c'est vrai ce que je dis, ça va aller vite et pas forcément dans le bon sens. Mais en ce qui concerne les investissements durables, tant que vous êtes scientifique et votre start-up ou projet, il est basé sur la science. Et en plus, il a un marché et il va, en plus du retour sur investissement, il a un retour sur investissement pas que financier, il y a un retour humain, c'est une très, très bonne chose. Mais il faut que vous soyez clair sur l'apport scientifique et le degré de valeur que ça ramène. S'il y a une valeur créée, il y a toujours quelqu'un qui est prêt pour payer pour cette valeur. Si celui qui est prêt à payer pour cette valeur est un client lambda, ou c'est les corporates, c'est une bonne chose et vous allez y arriver. Si le seul qui va payer pour cette valeur que vous créez, c'est le gouvernement, vous allez perdre. Parce que le gouvernement travaille avec le public, c'est vraiment, quand vous êtes un start-upper, la plus grande hécatombe de start-up, c'est quand les start-up décident de faire quelque chose et pensent que leur client, c'est le public. Le public, il est lourd, il prend 24 mois à décider, 24 mois à faire votre projet et 24 mois à vous payer. Il y a 6 mois entre le début et
et la fin de la première facture. Donc faites très attention, ne faites pas des projets qui sont humains, qui sont très importants pour l'humanité, pour le pays, mais celui qui va payer, c'est le public. Évitez ça. Par contre, si c'est un projet dont ceux qui vont payer votre entreprise qui va créer cette valeur sont des individus ou des entreprises, oui, absolument. Et d'ailleurs, chacun de nous essaye de faire de l'impact. On n'essaie pas de faire de l'argent. On essaie de faire de l'impact en créant ces entreprises-là. Donc, c'est quelque chose de très bien. J'espère que c'était clair. En gros, oui, mais évitez que votre client soit le gouvernement. Enfin, Oui. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Sinarmen. Merci pour votre disponibilité. Je vais vous libérer parce qu'a priori, vous avez un autre engagement et on a pris du retard. Merci pour votre temps et à très vite et à très bientôt. Wassim, du coup, je vais reposer plus ou moins la même question. L'impact social, environnemental, est-ce qu'on le met en avant? Sinarmen a parlé du marché. Première chose, c'est marché. Derrière il y a l'impact social, environnemental éventuellement. Comment on pourrait présenter ces choses-là pour les doctorants qui ont des projets autour de ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Comment présenter les choses? Qu'est-ce qui passe avant l'autre, etc. Alors, ce qui déjà passe avant tout, c'est la viabilité du projet. Donc, avant même de penser à l'impact qu'on va avoir dans le futur, etc., est-ce qu'on est en train de résoudre un problème pour un client qui est prêt à payer? Est-ce qu'on a un marché et une solution claire? Donc ça, c'est vraiment ce que vont voir les investisseurs. Et ils vont chercher à trouver une logique dans l'évolution du projet. Donc, par rapport, s'il y a une propriété intellectuelle, comme ce que vient de mentionner Madame Afifa, il faut avoir une logique dans les TRL et comment on va maturer cette technologie pour qu'elle puisse vraiment répondre à un plus grand nombre de clients sur un plus grand marché. La deuxième chose à vraiment garder en tête, c'est qu'un investisseur, il va voir le potentiel de croissance du marché. Certes, tous les investisseurs s'intéressent à des marchés qui sont grands déjà, mais dernièrement, on trouve des investisseurs qui s'intéressent à des petits marchés qui ont un potentiel de croissance énorme. Parce qu'il y a la naissance de nouveaux marchés qu'on voit dernièrement, qui ont des taux de croissance exponentiels. Et pour un entrepreneur qui veut intégrer le marché, intégrer ces nouveaux marchés qui ont une croissance plus grande, c'est vraiment très, très intéressant et potentiellement avec beaucoup de bénéfices pour l'investisseur. Maintenant, si on revient sur la question de l'impact et comment le présenter, il faut garder en tête que chaque investisseur a ses investisseurs à lui, qu'on appelle les LPs. Donc, les LPs, c'est Limited Partners. C'est des fonds de fonds qui investissent dans des fonds qui, eux, déploient de l'argent. Donc, ces LPs, généralement, c'est soit des sociétés cotées en bourse, des organisations internationales, des organisations publiques. Et du coup, ces organisations qui sont géantes, qui déploient de l'argent sur des fonds, ils ont à respecter des standards et des reporting ESG. Donc, l'impact qu'ils vont avoir en investissant dans un fonds, généralement, ils vont demander des reporting à ces fonds-là. Et ces fonds vont aller chercher dans leur portefeuille s'ils ont des startups qui ont eu un impact positif pour le reporter à leurs investisseurs à eux. Donc, gardez ça en tête. Gardez en tête que quand vous avez une valeur ajoutée à offrir avec un impact, c'est quelque chose qui peut intéresser un fonds et il va les intéresser au moment où ils vont devoir faire le reporting. Donc, votre reporting à vous sur l'impact, si vous avez de la data que vous collectez sur l'impact que vous avez, c'est vraiment intéressant pour un investisseur parce qu'il va pouvoir le rapporter dans ses rapports à lui. Donc, voilà, pour résumer. C'est très clair. Parfait. Merci beaucoup, Wassim. Madame Afif, un petit mot pour clôturer, une vingtaine de secondes. Un dernier conseil ou message à nos doctorants qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui sont présents pour les doctorales de l'AUF. Oui, merci, Wassim. C'est vraiment les points, ces remarques sont très pertinentes pour comprendre. D'ailleurs, le témoignage du Sinarmen, ça reflète le témoignage,
comment un investisseur y pense. C'est très important, comment il voit les choses. Comme ça, moi, si je suis doctorante ou docteur, ou j'ai une idée de ce panier, à l'intérieur de l'université, on a développé un certain savoir-faire qui est utile, mais est-ce que le marché il a besoin de ça? Est-ce que le segment il est aussi important? Est-ce que scalable? Aussi avoir le courage de dire, de voir les choses en clair, et si il faut améliorer ma solution, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une force. J'ai la force de s'adapter aux défis, aux réalités. Exemple, les RSE, oui, c'est important, mais au point de vue investisseur, il faut comprendre, non, ils cherchent résultat, ils cherchent la partie monétisation. Donc, avoir le courage de s'affronter à la réalité, de dire, oui, mon idée est très importante, mais peut-être il faut l'améliorer, il faut chercher d'autres compétences, il faut revoir. C'est ce boucle agile, ou peut-être design thinking, tout ce qui est les approches, les nouvelles approches, il faut penser et avoir le courage de s'affronter à la réalité, c'est ça. Et surtout, changer l'état d'esprit que mon résultat est plus important que l'investissement, ou aussi les investisseurs qui changent, que aussi l'idée est importante. C'est le mindset. Je vois que le grand défi, c'est le mindset, et comment organiser tous mes efforts par rapport au temps et par rapport à la réalité du marché et des partenaires potentiels, par rapport aux lois, les nouvelles lois, voir les changements au niveau international, au niveau national et international. C'est très important à être ouvert c'est ça. C'est ça que je peux. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Madame Afifa. Merci beaucoup, Wassim. Merci pour votre disponibilité. Merci à Sinormen qui nous a quittés il y a quelques minutes, mais qui était là pour cette belle discussion. Chers doctorants, on enchaîne justement avec une formation autour du business model et du product market fit. Ça va être important aussi pour vous de se rapprocher de ce marché et d'essayer de faire en sorte que vos travaux répondent à un marché particulier. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette table ronde et à très bientôt. Très bientôt. Merci. Merci, très bien. Merci, au revoir. Au revoir.